Toi et tes amis sortez d'un club et vous vous retrouvez dans la rue sombre de la ville. Tout le monde est joyeux. Cette soirée formidable restera longtemps dans vos mémoires. Alors que vous marchez et riez ensemble, tu ne remarques pas le grand homme qui se tient devant toi et tu manques de lui rentrer dedans. Tu t'excuses rapidement et tentes de contourner l'homme, mais il te bloque le passage. Tous tes amis se taisent et tu regardes enfin attentivement l'homme. L'homme te domine de toute sa hauteur. Il est immense, avec d'énormes tatouages élaborés qui entourent ses muscles saillants et il semble qu'il les ait faits pour couvrir les nombreuses taches blanches dépigmentées sur sa peau. Son visage, en revanche, est rouge vif et rempli de rage. L'homme commence à te crier dessus, te demandant pourquoi tu l'as heurté et t'insultant avec des noms odieux. Encore une fois, tu essayes de t'excuser, mais l'homme continue simplement de crier, comme s'il ne pouvait même pas t'entendre. Il te pousse violemment dans la poitrine et tu recules en tombant contre l'un de tes amis. Un autre homme tente de désamorcer la situation, mais reçoit un coup de poing au visage, lui brisant la mâchoire. Une mêlée s'ensuit, bien qu'on puisse plus justement parler de massacre. L'homme devient incontrôlable et frappe, donne des coups de pied et mord tout votre groupe d'amis. Sa force semble irréelle, même pour quelqu'un d'aussi grand et musclé que lui. Un grand videur accourt pour tenter de séparer la bagarre, mais même lui n'est pas de taille face à ce géant tatoué. Tu es resté au sol depuis qu'il t'a poussé observant cette folie se dérouler. Maintenant, alors que tous les autres gisent ensanglantés, il reporte son attention sur toi. Tu essaies de te relever en hâte, mais il est sur toi en un instant. Il te soulève au-dessus de sa tête et te jette dans des poubelles, te faisant perdre connaissance. Tu ouvres les yeux et vois l'homme debout au-dessus de toi. Tu sens le sang de nombreuses coupures sur ton visage couler dans tes yeux et ta bouche. L'homme te soulève d'une main et te tient par la gorge contre le mur. Il est toujours enragé, respirant fort entre ses dents serrées, de la mousse blanche au coin de la bouche, alors qu'il lève son autre main et serre les doigts en un poing. Tu ne peux t'empêcher de te demander si c'est la fin. Soudain, tu remarques quelque chose d'étrange, le tatouage qui serpente le long du bras de l'homme jusqu'à sa main bouge. Le long dragon serpentiforme se tortille et rampe comme s'il était vivant. Est-ce que cela se passe vraiment ou est-ce simplement le résultat du traumatisme crânien que tu as subi ? Mais tu n'as pas le temps d'y réfléchir davantage car l'homme recule et te donne un coup de poing en plein visage. Tu sens ton nez s'aplatir et se casser sous l'impact, ce qui, évidemment, te distrait de l'événement étrange qui suit. Au moment même où le poing ensanglanté de l'homme frappe ton visage, le dragon tatoué sur son bras semble quitter sa peau pour venir nager sur la tienne. Comme un serpent nageant dans l'eau, il glisse de son poing jusqu'à ton visage avant de descendre le long de ton cou et de s'étendre sur ton corps. Une douleur brûlante t'envahit alors qu'il se déplace, telles des piqûres d'aiguilles incessantes. Tu hurles de douleur, le sang de ton nez cassé coule de ta bouche. L'homme te laisse tomber au sol et recule d'un pas. Il ne semble plus être en colère, mais plutôt confus. Il baisse les yeux vers sa peau pour constater que le tatouage a complètement disparu. Un air de joie pure illumine son visage et il se retourne puis s'enfuit dans la nuit, riant de bonheur en le faisant. Tu restes là à gémir de douleur, recroquevillé en boule dans le tas d'ordures où il t'a laissé le tatouage de dragon couvrant désormais tout ton corps. Comme tu l'as probablement déjà deviné, ce n'est pas un tatouage ordinaire. Non, c'est une créature anormale connue de la fondation SCP sous le nom de SCP-021, mais elle porte aussi un autre nom. Le ver de peau ? SCP-021 est un parasite obligatoire qui utilise le corps humain comme hôte. Son apparence visuelle prend la forme d'un grand tatouage élaboré d'un dragon de style oriental qui couvre environ 1 mètre carré de la peau de son hôte. Ce qui rend ce tatouage vraiment unique, c'est qu'il est entièrement animé et se déplace sur le corps de l'hôte comme le ferait un véritable animal, bien qu'en 2D, comme un dessin animé qui se joue en temps réel sur leur peau. Le mouvement du tatouage provoque une douleur atroce pour l'hôte et a été décrit comme la sensation de milliers de petites aiguilles qui le transpercent de toutes en même temps, comme si une nouvelle image était constamment tatouée sur leur peau, tandis qu'en même temps, un processus de détatouage se produisait. L'organisme tatoué préfère passer la plupart de son temps sur le torse de son hôte, même s'il est capable de se déplacer vers d'autres parties du corps. Alors que SCP-021 se déplace à la surface du corps de son hôte, il semble se nourrir des pigments présents dans la peau.
Son repas préféré semble être d'autres tatouages qu'il va chercher et dévorer. Cependant, en leur absence, ou s'il a déjà tout consommé, il commencera alors à se nourrir de la mélanine de la peau à la place. La mélanine est un pigment naturellement présent dans la peau humaine, et après que SCP-021 l'ait aspiré de son hôte, il lui laissera des lésions cutanées permanentes ainsi que des plaques dépigmentées ressemblant à celles de la maladie de peau appelée vitiligo. Le fait de se nourrir ne semble pas causer de douleur à l'hôte et les pigments, qu'ils proviennent d'un autre tatouage ou qu'ils soient naturels dans la peau, disparaîtront simplement à mesure que 021 les consomme. La vitesse à laquelle SCP-021 se nourrit peut varier, mais il a été observé qu'il est capable de dépigmenter plus d'un demi-mètre carré de peau en environ 1 heure. Une façon d'empêcher SCP-021 de consommer toute la mélanine présente chez un humain et d'ajouter rapidement de nouveaux tatouages de fruits ou de petits animaux afin de le distraire continuellement et l'empêcher de s'attaquer à la mélanine. Jusqu'à présent, l'organisme n'a montré aucune intelligence supérieure ni capacité à communiquer en dehors de ses mouvements, se contentant simplement de se déplacer. Et il se nourrit. SCP-021 n'est pas fixé de façon permanente à la peau d'un hôte en particulier et en fait, il peut être transféré d'un hôte à un autre plusieurs fois. La seule façon de transférer l'organisme est par contact physique, bien qu'un contact peau à peau ne garantisse pas que l'organisme s'attachera à un nouvel hôte. Dans le cas où cela se produit, le tatouage de dragon semble nager à travers la peau en contact et va s'attacher au nouvel hôte humain. Le contact peau à peau, dans le sens romantique, s'est avéré être la méthode la plus fiable de transfert d'un hôte à un autre, avec un taux de transmission réussi de 93%. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, la sensation de tatouage qui accompagne tout mouvement du SCP-021 signifie que ce transfert particulier est extrêmement douloureux pour toutes les parties impliquées et la Fondation a jugé que, malgré son taux de réussite élevé, il ne devrait être utilisé qu'en cas de nécessité absolue. Le contact entre deux plaies ouvertes s'est avéré être une méthode seulement légèrement moins efficace et il est devenu le moyen par défaut de transfert lorsque la Fondation SCP souhaite déplacer le SCP-021 d'un hôte à un autre. Le transfert d'un organisme d'un hôte décédé à un hôte vivant est faisable, mais plus complexe. Le SCP-021 ne semble pas se soucier lorsque son organisme hôte n'est plus en vie, continuant à se nourrir de tous les pigments disponibles et ne semble pas souffrir d'effets néfastes liés à l'état de son hôte. On ignore encore si le SCP-021 pourrait être transféré à une autre espèce. Jusqu'à présent, l'organisme ne s'est transmis que d'humain à humain, malgré des recherches en cours sur le sujet. On suppose que si le SCP-021 pouvait exister chez un animal non humain, cela ne se produirait que dans les circonstances les plus rares. Contrairement à la plupart des parasites, le SCP-021 offre quelques avantages, certes modestes mais réels, à son hôte humain. En plus du fait que les hôtes de l'organisme semblent avoir un système immunitaire amélioré, des recherches ont également montré que la présence de 021 augmente la libération et la recapture d'épinéphrine, plus connue sous le nom d'adrénaline, chez son hôte. Il réduit aussi l'accumulation d'acide lactique dans les muscles pendant l'activité physique, causant brûlures et courbatures. Combinés, ces avantages du SCP-021 offrent à son hôte une force et une confiance accrue, ainsi qu'une tolérance à la douleur augmentée lors de situations stressantes. Sans surprise, l'hôte du SCP-021 présente également un niveau élevé d'agressivité, bien qu'il reste à déterminer si cela provient de l'augmentation de ses niveaux d'hormones ou simplement du fait que l'organisme le maintient dans une douleur constante. La durée pendant laquelle cette relation symbiotique peut être maintenue dépend généralement du temps que l'hôte peut supporter la douleur incessante du tatouage se déplaçant sur son corps. L'agonie persistante qu'endure un hôte du SCP-021 a conduit plusieurs hôtes à mettre fin à leur jour et dans quelques cas rares, ils ont également succombé à des infections cutanées mortelles. Bien que celle-ci soit probablement le résultat de plaies ouvertes causées par le fait que l'hôte se gratte la peau plutôt que d'être directement attribuable à l'organisme. Le SCP-021 est actuellement contenu sur le corps d'un membre du personnel de classe D, d'In-39, qui est logé dans la cellule de détention standard 217A et la relative facilité avec laquelle il peut être maintenu sur le corps d'un sujet humain lui a valu la classification SR. Seul le personnel de classe D est éligible pour être l'hôte du SCP-021 et la procédure actuelle consiste à permettre à l'organisme de vivre sur le corps du même hôte jusqu'à sa mort. La nature exacte et les origines du SCP-021 restent un mystère pour la Fondation. Des tentatives ont été faites pour retracer le chemin de sa transmission avant sa mise en confinement et il est supposé que l'organisme pourrait avoir plusieurs centaines d'années, voire plus. Comme en témoigne son faible numéro SCP,
021 est l'un des plus anciens SCP que la Fondation garde en confinement et il s'est avéré être un outil pédagogique très utile pour les nouveaux chercheurs et ceux en devenir, alors qu'ils étudient cette créature étrange et son existence qui se déroule entièrement dans 2 dimensions. Un jeune homme fait son jogging nocturne habituel dans le parc. Il adore courir dans ce parc la nuit. Il fait sombre, l'air est frais et les bruits de la ville qui entourent le parc disparaissent, offrant paix, tranquillité et un petit répit face à l'agitation du monde. Il court sur un sentier sinueux à travers le parc. Et il commence une section entourée de grands arbres des 2 côtés. Il suit le sentier qui fait un virage serré et s'arrête net. Là, au milieu du chemin, se tient une silhouette. Elle lui tourne le dos et ne bouge pas. Il est grand et d'un noir si uniforme qu'il se fond presque dans la nuit. Qui que ce soit ou quoi que ce soit, il en a peur. Mais la créature ne bouge pas, et lui non plus. Il est figé, ne sachant pas quoi faire, quand la créature tourne soudainement la tête vers lui, révélant une paire d'yeux brillants et lumineux. Le coureur est si terrifié qu'il ne peut crier. Il chute et rampe à reculons dans la terre, tentant de s'échapper de la créature. La créature se tourne vers lui et avance. Le coureur se relève en hâte et s'enfuit. Il sprinte aussi fort et aussi vite qu'il peut, l'adrénaline monte, son cœur bat la chamade, essayant de mettre le plus de distance possible entre lui et cette chose. Malgré la douleur de ses muscles et de ses poumons, il ne peut pas s'arrêter. Enfin de retour chez lui, il fait irruption, verrouille la porte et la ferme à double tour. Sa petite amie est en train de lire sur le canapé et ne comprend pas ce qui se passe. Peinant à reprendre son souffle, il tente d'expliquer ce qu'il a vu sur le chemin, mais sa copine rit simplement. Un homme géant aux yeux brillants. Il apercevait des choses dans l'obscurité, probablement un chien, rien qui ne justifiait la panique qui l'envahissait à présent. Le lendemain, il se demande s'il s'est vraiment trompé. Cependant, ses yeux perçants et brillants restent gravés dans son esprit. Peut-être que sa copine avait raison, ce n'était qu'un chien. Oui, ça doit être ça. Son esprit lui a simplement joué des tours dans l'obscurité. Même ainsi, il va continuer à courir à l'intérieur, au moins pour un petit moment. Mais il se rend vite compte qu'il a du mal. Il note qu'il s'essouffle bien plus rapidement que d'ordinaire. Est-ce qu'il couve quelque chose? Il ne se sent pas malade. Mais alors, pourquoi est-il soudainement si faible? 2 semaines ont passé depuis qu'il a vu quelque chose dans le parc. Ni ses amis, ni ses collègues à qui il en a parlé n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. Personne ne semblait le croire. Il est convaincu d'avoir imaginé cela, incapable de chasser l'image de cette chose de son esprit. Mais il ne peut pas courir éternellement sur un tapis roulant. Ses courses nocturnes lui manquent. Il est temps de surmonter sa peur. Il court à nouveau dans le parc, savourant le calme et le vent doux sur sa peau. Il continue sur le chemin, pleinement conscient qu'il se rapproche de plus en plus de l'endroit où il a vu cette chose auparavant. Pourtant, il ne peut s'arrêter. Il doit prouver à tous et à lui-même qu'il n'a pas peur. Il atteint la partie du chemin qui traverse les grands arbres. Comme auparavant, les bruits de la ville s'estompent, le seul son étant celui de sa respiration régulière et profonde. Il suit le chemin sinueux et sent son cœur commencer à s'emballer, mais il doit continuer. Il tourne le même coin et il n'y a rien. Il s'arrête. Évidemment, il n'y a rien ici. Il n'y a jamais rien eu. Il l'a vraiment imaginé. Ou bien l'a-t-il vraiment imaginé? Bonjour. Le dossier d'aujourd'hui provient de la branche italienne de la Fondation SCP, SCP-015 Italie, également connue sous le nom de croque-mitaine. SCP-015-IT est une entité humanoïde mesurant un peu moins de 2 mètres de haut. Son corps est dépourvu de tout poil et sa peau noire et sombre absorbe 98% de toute la lumière, ce qui le rend pratiquement invisible en faible luminosité. Sa tête n'a ni nez ni oreille, mais ses traits manquants passent presque inaperçus, car si vous voyez 015-IT, ce sont ses yeux qui captent toute votre attention. La peau du croque-mitaine est noire, mais ses yeux brillent dans l'obscurité grâce à des organes lumineux sur les iris, tel un prédateur des profondeurs marines. Sa bouche contient 8 dents pointues, à la fois sur la mâchoire supérieure et inférieure, ainsi qu'une longue langue fourchue de 28 cm. Chaque extrémité de sa langue possède un organe creux en forme d'aiguille menant à son œsophage. Nous verrons bientôt ce qu'il fait avec cette caractéristique biologique spécialisée.
Physiquement, SCP-015 Italie est plutôt frêle, mais il est étonnamment fort et capable de maîtriser facilement un humain adulte. Ses bras maigres sont beaucoup plus longs que ceux d'un humain moyen, et chacun de ses 4 doigts se termine par une griffe acérée comme un rasoir. Il a également démontré une grande résistance aux blessures physiques et possède la capacité de guérir les plaies et les dommages aux organes internes à une vitesse hyper accélérée. SCP-015 Italie est principalement actif la nuit, ce qui n'est pas surprenant étant donné le camouflage naturel de sa peau dans l'obscurité. Le croque-mitaine chasse les mammifères, les humains étant sa proie préférée. Mais il ne se nourrit pas de chair. À la place, SCP-015 Italie tire sa subsistance de l'adrénaline et de la noradrénaline produites par sa proie. L'adrénaline et la noradrénaline sont des substances chimiques produites par le corps pour augmenter le rythme cardiaque, le flux sanguin et fournir plus d'énergie aux muscles lors de moments de stress ou dans le cas de SCP-015 Italie de peur extrême, et il a développé une méthode de chasse pour provoquer précisément cette réaction chez les humains. 015 Italie se cache généralement dans des endroits sombres, essayant de rester hors de vue autant que possible pendant qu'il traque sa prochaine victime. S'il a réussi à rester invisible, il attendra un moment où sa proie sera distraite afin de pouvoir s'en approcher silencieusement. Une fois proche, il bondira vers sa victime inconsciente, l'attrapera et la mordra rapidement sur le côté du torse près de la glande surrénale. Il utilise ses grandes dents pour ancrer sa bouche en place, tandis qu'il sonde l'intérieur du corps de sa proie, avec sa langue fourchue. Avec une aiguille, il perce directement la glande surrénale et commence à drainer le sang désormais riche en adrénaline induite par la peur. Au même moment, l'autre aiguille libère un sédatif léger, permettant à 015 Italie de se nourrir puis de partir sans risque, tandis que la victime reste immobile. Un autre effet anormal se produit lorsqu'une personne a la malchance de voir réellement le croque-mitaine. Environ 2 semaines après avoir observé la créature, la personne qui l'a vue commencera à éprouver divers effets mentaux néfastes, notamment des hallucinations et des crises de panique. Certaines personnes développeront aussi des problèmes physiques, principalement cardiovasculaires. On ignore pourquoi exactement ces effets mentaux et physiques se produisent, mais on suppose que SCP-015 Italie pourrait les utiliser comme moyen d'affaiblir certaines proies qu'il considère comme trop fortes ou potentiellement dangereuses. En 2011, le croque-mitaine a effectivement été capturé, mais pas par la Fondation SCP. La confrérie des Chevaliers de Saint-Georges est un ordre secret de l'Église catholique qui a été créé par le pape en l'an 453 pour contenir ou éliminer toutes les anomalies. C'est ce groupe qui a capturé pour la première fois SCP-015 Italie qu'ils ont désigné sous le nom de Dia-2-1-2, conformément à leur propre système de classification. Sous leur garde, ils ont fait plusieurs découvertes sur la créature nommée Démon de l'ombre. Ils ont découvert que, bien qu'ils se nourrissent de la peur de ses victimes, en buvant leur sang, il n'en a pas vraiment besoin pour survivre. Dia-2-1-2, comme ils l'appellent, est une entité instable et se nourrir lui permet de maintenir sa forme physique dans notre réalité. Le croque-mitaine est non seulement physiquement fort, mais aussi très intelligent, comme le montre sa capacité à chasser, attaquer et échapper aux humains avec succès. Étrangement, il semble aussi résistant aux armes bénies, qui ne causent qu'une fraction des dégâts physiques qu'elle devrait, comparée à une version similaire non sacrée. Au cours de ses recherches sur la créature, le père Hilardi, membre de la confrérie des Chevaliers de Saint-Georges, a écrit que malgré le fait que la créature soit répugnante au-delà de toute limite, il croyait qu'elle avait une âme douce et que ses hurlements ressemblaient à un cri de douleur. Il a émis l'hypothèse que SCP-015 Italie avait peut-être même été humain autrefois avant qu'une force obscure ne le transforme en le monstre qu'il était devenu. Il a décidé que sa mission était de trouver un moyen de communiquer avec la créature et qu'un jour, il la ramènerait vers la lumière et l'amour de son Dieu. Le père Hilardi faisait de bons progrès avec la créature et il semblait même qu'elle commençait à s'attacher à lui et à ses disciples. Mais ces avancées furent stoppées lorsqu'ils furent attaqués par un groupe de soldats du Conseil fasciste de l'occulte, un groupe terroriste qui cherche à utiliser les anomalies comme armes dans leur quête pour perturber l'ordre social. Lors de l'attaque, plusieurs membres de la confrérie furent tués et dans la confusion, SCP-015 Italie s'est échappé. Peu après, des rapports de la province de Caserte ont commencé à décrire ce qui ressemblait à des attaques de vampires. Une force d'intervention mobile a été envoyée dans la région. Et bien que 015 Italie ait d'abord réussi à utiliser ses différentes capacités physiques pour échapper à la capture, il a finalement été touché par un émetteur qui a permis de le localiser. La force d'intervention mobile italienne a encerclé la créature, mais redoutant d'être à nouveau contenue, elle a réagi avec une violence inédite.
Plusieurs membres de la force d'intervention ont été tués en service avant que le croque-mitaine ne soit finalement maîtrisé. Aujourd'hui, SCP-015 Italie est contenu au site Vittoria dans la région d'Émilie-Romagne en Italie. Puisque cette anomalie est à la fois consciente et extrêmement imprévisible dans son comportement, elle a été classée Euclide. Elle est détenue dans une cellule standard pour humanoïdes sous surveillance vidéo et infrarouge constante. En raison des propriétés absorbantes de la lumière de sa peau, sa cellule et les couloirs adjacents sont peints en blanc et bien éclairés en permanence. 2 fois par jour, le SCP-015 Italie reçoit un cochon domestique ordinaire dont il est autorisé à se nourrir. Tout membre du personnel affecté à la surveillance de 015 Italie doit subir une évaluation psychologique chaque semaine et quels que soient les résultats, doit être remplacé après 3 mois d'exposition au croque-mitaine. Un jeune homme se tourne et se retourne dans son lit. Il ajuste son oreiller et essaie de dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre, mais rien ne fonctionne. Il vérifie l'heure, 3 heures du matin. C'est la 3e nuit d'affilée qu'il n'arrive pas à s'endormir. Il se sent fatigué. Il veut dormir, mais chaque fois qu'il ferme les yeux et que le sommeil commence à venir, quelque chose se passe. Et soudain, il est à nouveau entièrement éveillé. C'est comme si un interrupteur dans son cerveau était continuellement actionné pour le réveiller, sans qu'il puisse l'arrêter. Ça affecte tout dans sa vie. Il n'arrive pas à se concentrer en classe, ses performances au travail s'effondrent, même ses passe-temps deviennent complètement inintéressants. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Les proches de la personne remarquent que quelque chose ne va pas. Il semble devenu une autre personne et ils l'incitent à consulter un médecin. Les médecins lui disent qu'ils ne peuvent rien faire, qu'il est en parfaite santé malgré tout. Il devrait essayer des remèdes naturels comme la valériane et faire plus de sport. Il ignore depuis combien de jours il est resté éveillé. 4 peut-être 5 peut-être plus. À ce stade, le manque de sommeil n'est même plus le pire. Ce sont les hallucinations. Parfois, ce n'est qu'une ombre qui danse à la limite de sa vision, mais d'autres fois, elles sont incroyablement vives, semblant plus réelles que sa vie morne actuelle. Il a dû arrêter complètement d'aller au travail et en cours, puisqu'il ne peut pas se concentrer plus de quelques secondes à la fois. Ses amis l'ont coupé de leur vie, et c'est compréhensible. Il a des sautes d'humeur incontrôlables et il s'emporte sans raison. Il a essayé tous les remèdes existants pour dormir. Il a suivi les conseils du médecin et a fait de l'exercice plus intensément que jamais. Mais comme il n'arrive jamais à dormir, il n'a plus aucune énergie. Il est en train de devenir un zombie vivant. Il se lève du lit mais perd l'équilibre et s'effondre par terre. Il tente de se relever, en vain. Il va juste rester allongé là pendant un moment. Il commence à s'éloigner et il se prépare au sursaut qui le réveille toujours. Mais cette fois, il ne vient pas. Mais la vague de sommeil qui commence à l'envahir semble différente cette fois-ci. Elle est plus lourde, plus paisible et plus permanente. Bonjour, je suis le Dr Bob et voici le SCP-9-166, également connu sous le nom de tueur du sommeil. SCP-966 est la désignation que la Fondation SCP a donnée à une créature appartenant à un groupe de bêtes prédatrices anormales. Mesurant entre 1,4 et 1,6 mètres de haut et pesant environ 30 kg, ces humanoïdes sans poils ont un visage allongé, une bouche remplie de dents pointues en forme d'aiguille, et chacune de leurs mains possède 5 griffes acérées pouvant atteindre 20 cm de long. Cependant, contrairement aux humains et aux singes, ils sont digitigrades, ce qui signifie qu'ils marchent uniquement sur leurs orteils, mais vous ne pourrez pas voir le visage horrible de SCP-9-166 dans des circonstances normales. Comme ils ne sont visibles que dans des conditions d'éclairage très spécifiques, ils ne peuvent être vus que sous une lumière dont la longueur d'onde se situe entre environ 700 et 900 nanomètres, ce qui se trouve juste à la limite du spectre lumineux visible par les humains, s'étendant vers ce qu'on appelle la lumière infrarouge. La seule exception à cela est si leur peau, leurs muscles ou leurs organes ont subi des brûlures au second ou au 3e degré, auquel cas les zones affectées de leur corps apparaîtront sous un spectre de longueur d'onde plus large, visible à l'œil humain. Bien qu'ils soient effrayants à regarder, les SCP-966 sont en réalité assez faibles physiquement, avec une densité musculaire très faible. Leurs os sont creux, comme ceux des oiseaux, et bien que leurs griffes puissent être incroyablement tranchantes, elles se cassent aussi facilement, ce qui les rend inadaptés au combat.
De plus, il ne se repose pas en dormant mais s'arrête à des moments apparemment aléatoires pour entrer dans une période de repos qui dure environ 3 à 5 minutes, après quoi ils peuvent reprendre leur comportement habituel. Avec toutes ces faiblesses physiques, comment SCP-966 a-t-il acquis une réputation de chasseur aussi redoutable ? Le secret réside dans leur capacité à émettre des rafales d'un type d'onde jusque-là inconnu. Chassant seul ou en duo, SCP-966 utilise cette onde pour empêcher sa proie d'entrer dans les phases de sommeil réparateur et bloque également la capacité à faire des micro-siestes. On a observé que ces ondes sont efficaces jusqu'à 20 mètres, bien que des tests aient démontré qu'elles peuvent être bloquées par des métaux post-transition, parmi lesquels le plomb semble particulièrement efficace. SCP-966 chasse et se nourrit d'animaux de taille moyenne à grande, ce qui inclut les humains, et une fois que leur proie a été ciblée par les ondes inhibitrices de sommeil, l'effet est permanent, aucune méthode n'ayant encore été découverte pour leur permettre de retrouver la capacité de dormir. Des expériences ont montré que l'inconscience peut être induite par d'autres moyens, comme l'utilisation d'une anesthésie générale, bien que ces méthodes se soient finalement révélées inefficaces, puisque même si la victime est inconsciente, elle ne bénéficie toujours pas des effets réparateurs du sommeil, alors qu'elle se trouve dans cet état. La privation de sommeil a des effets néfastes sur la santé mentale et physique des humains. Des symptômes dévastateurs peuvent commencer à apparaître après seulement 24 heures. Cela peut inclure des sautes d'humeur, des problèmes de mémoire et des troubles sensoriels. Après 2 à 3 jours, les hormones du corps se dérèglent, entraînant des fluctuations importantes des fonctions corporelles telles que la faim, la soif et la température, tandis que les capacités cognitives déclinent spectaculairement. Hallucinations, paranoïa et accès de rage sont courants et le risque de mourir d'un manque de sommeil augmente chaque jour passé sans dormir. Et c'est exactement ce que SCP-966 veut. Après avoir secrètement envoyé une rafale d'ondes de privation de sommeil à leurs victimes, ils traquent ensuite leur proie jusqu'à ce que le manque de sommeil entraîne une incapacité totale, moment où SCP-966 la dévore. SCP-966 s'est avéré très silencieux et agile lors de la chasse. Cependant, on les a en fait observés en train de produire intentionnellement des bruits menaçants autour de leur proie, sans doute pour augmenter encore davantage leur niveau de stress déjà élevé et potentiellement accélérer leur dégradation mentale. Dans de rares cas, ils vont jusqu'à agresser physiquement leurs victimes pour détériorer davantage leur santé mentale et physique. Certaines proies du SCP-966 vont subir des hallucinations particulièrement intenses et des accès de rage, ce qui serait causé par une exposition prolongée à plusieurs ondes d'arrêt du sommeil émises par plusieurs instances. On ignore pourquoi certaines victimes sont exposées à plusieurs ondes alors qu'une seule instance s'est révélée être efficace à 100%. On suppose qu'ils n'adoptent ce comportement que lorsqu'ils ont particulièrement faim afin d'accélérer le processus, bien que d'autres avance la théorie que le SCP-966 pourrait éprouver une forme de plaisir pervers à voir ses victimes souffrir avant de mourir. Des instances sauvages du SCP-966 ont été trouvées partout dans le monde, et bien que la Fondation SCP ait réussi à réduire leur nombre, elles existent encore en quantité suffisante pour représenter une menace sérieuse pour l'humanité. Pour ces raisons, ils ont reçu la classification Euclide. Les forces mobiles Iota 1 et Iota 2, respectivement nommés les chasseurs de rêves et les traqueurs aériens, surveillent en permanence tout rapport de décès soudain ou violent lié à la privation de sommeil afin d'identifier et de neutraliser les dernières instances sauvages de SCP-9-166, soit 4 spécimens de SCP-9-166, 3 mâles et une femelle. Ont été acquis par la Fondation et ils sont actuellement contenus dans une pièce de 10 mètres sur 10, tapissée de plomb et équipée de caméras de sécurité infrarouge. Chaque spécimen reçoit 20 kg de viande par mois et dans le cas où le spécimen femelle met très bas, le nouveau spécimen doit être placé en observation et étudié avant d'être éliminé, avant d'atteindre la maturité. Ton téléphone vibre soudainement. Une alerte de message, rien de surprenant. Mais tu ne reconnais pas le numéro. Tu ouvres le message et il n'y a pas de texte, juste une photo. Une silhouette étrange, habillée tout en noir, avec un visage qui ressemble au crâne d'un chien. Tu te demandes qui a envoyé ça. Est-ce une blague ? Tu tentes d'oublier et poursuis ta journée. Le lendemain, il y a un autre message du même numéro. Tu ouvres celui-ci pour trouver la même créature à tête de crâne de chien qui te fixe, mais cette fois, tu reconnais l'arrière-plan. Est-ce sa maison devant laquelle il se tient ? Maintenant, tu commences à flipper un peu,
Quelqu'un essaie de te jouer un tour, tu en es sûr. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Quelques jours plus tard, un autre message arrive. Tu sais que c'est encore ce numéro sans même regarder. Tu en as reçu pas mal ces derniers jours. Pris de panique, tu t'enfuis de la maison en courant jusqu'à ta voiture. Tu dois partir d'ici, tu conduis, et alors que tu es arrêté à un feu, tu décides enfin de vérifier ce dernier message pour voir ce que c'est. C'est encore la créature, mais cette fois, c'est une photo de lui assis sur la banquette arrière de ta voiture. Tu poses ton téléphone et tu tournes lentement la tête. Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-1471, également connu sous le nom de Maloversion. SCP-1471 est une anomalie très intéressante qui n'est pas vraiment une créature, un monstre ou même un objet. Cette application mobile de 9,8 mots est disponible gratuitement dans les boutiques d'applications en ligne, sous le nom de Maloversion 1.0.0. Aucun développeur n'est indiqué sur aucune des boutiques, et il semble que l'application soit capable de contourner le processus normal d'approbation des applications et d'apparaître directement sur les boutiques pour une large distribution. Une fois SCP-1471 téléchargé et installé sur un appareil, aucune icône, raccourci ou widget n'apparaît comme lors de l'installation d'un logiciel classique. Il n'apparaît pas non plus dans les gestionnaires de programmes, et une fois installé, il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le supprimer. Dans les 3 à 6 heures après l'installation de l'appli, la personne dont l'appareil a été utilisé recevra des messages avec des photos mystérieuses. Toutes ces images auront une chose en commun. Quelque part au premier plan ou à l'arrière-plan se trouve une grande silhouette humanoïde avec un crâne de chien comme tête et de longs cheveux noirs. Cette créature a été désignée SCP-1471-A. Quelque temps au cours des 24 premières heures suivant l'installation de SCP-1471, l'appareil de l'individu commencera à recevoir des images légèrement différentes de celles d'avant. Ces images contiennent toujours des instances de 1471A, mais désormais, les lieux seront reconnaissables pour l'individu. Ces photos représenteront des endroits que l'individu fréquente régulièrement, comme son supermarché local, son école ou son lieu de travail. Ce type d'image continuera d'être reçu jusqu'à ce que 48 heures se soient écoulées depuis l'installation initiale. À ce moment-là, l'appareil commencera à recevoir des images des endroits que l'individu a récemment visités, comme une image du restaurant où il a récupéré son déjeuner il y a 1 heure. Comme auparavant, toutes ces images contiennent SCP-1471A quelque part, comme s'il les suivait et voulait qu'il le sache. Après 72 heures, les choses deviennent encore plus étranges. Désormais, les photos reçues par la personne la montreront en temps réel. Ils pourraient naître recevoir une photo d'eux-mêmes, assis sur le canapé à ce moment précis, sauf que SCP-1471A se tient juste derrière Etiao. Mais quand ils regardent, il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un ajoutait cette étrange créature canidée avec Photoshop, mais à une vitesse impossible. Enfin, après plus de 90 heures depuis l'installation de l'application, l'étrangeté atteint son apogée. La personne ne reçoit plus de messages photos, mais commence à apercevoir SCP-1471A dans la vie réelle, soit dans sa vision périphérique, soit dans des surfaces réfléchissantes, ou les deux. À ce stade, la personne affectée continuera à avoir des visions de SCP-1471A dans le monde réel, un effet qui jusqu'à présent s'est avéré irréversible. Les personnes ayant atteint ce stade extrême d'exposition ont rapporté que l'entité semble essayer de communiquer visuellement avec elle, mais aucune n'a été capable de comprendre ou de saisir le message qu'elle tente de transmettre. Ce fut le cas d'un sujet nommé William. William a été exposé pour la première fois à SCP-1471 à l'âge de 15 ans, lorsque sa sœur, Sarah, lui a montré une application qu'elle avait téléchargée plus tôt dans la journée. La description de l'application indique que vous n'aurez plus jamais à vous contenter de ce sentiment gênant de solitude. Que Malo est une expérience passionnante et interactive qui vous tiendra en haleine et éveillera votre curiosité, et qu'après seulement quelques heures avec Malo, vous oublierez vite toutes ces émotions douloureuses de déception. Ni William ni sa sœur ne savaient comment l'application fonctionnait, mais ils supposaient qu'elle les suivait grâce à une sorte de système de positionnement global, et bientôt William recevait des images de SCP-1471.
La première qu'il a reçue montrait la cour de son école avec SCP-147-18 à peine visible assis sur un banc. Il avait une fourrure noire et emmêlée, des griffes semblables à des couteaux, une paire d'yeux blancs et vides et un visage qui ressemblait au crâne d'une bête avec un large sourire de loup. William a été immédiatement effrayé par cela, mais Sarah a insisté sur le fait que c'était mignon et drôle. William n'en était pas si sûr. Les photos ont continué au cours des jours suivants, avec SCP-147-1A apparaissant à son école, à son arrêt de bus, dans sa rue, presque partout où il allait. Ensuite, les photos ont commencé à apparaître comme si elles venaient d'être prises à l'instant où il les recevait. William et Sarah recevaient tous les deux le même type d'images cauchemardesques et ils ont essayé de supprimer l'application de leur téléphone pour les arrêter, mais ils n'ont pas réussi à trouver où l'application était stockée. Puis les choses ont empiré. La créature a commencé à apparaître à William et Sarah dans le monde réel. William, il s'avère, était le plus chanceux, car SCP-1471-A lui apparaissait principalement dans des surfaces réfléchissantes comme les miroirs, qu'il pouvait couvrir avec un rideau quand il ne voulait pas voir ce visage étrange de crâne de chien avec son sourire plein de dents le fixer. Sarah était moins chanceuse. Sarah voyait la créature partout où elle regardait, elle apparaissait toujours juste à la limite de son champ de vision, elle l'apercevait du coin de l'œil ou sentait sa présence au-dessus d'elle, l'observant pendant son sommeil. William a réussi à faire face aux apparitions de 1471A, allant même jusqu'à considérer sa présence comme quelque peu réconfortante par moments. Sarah, malheureusement, a été rendue folle par les visions incessantes de la créature. Actuellement, le seul traitement connu pour inverser les effets de SCP-1-471 et les apparitions de 1471-A consiste à éliminer l'exposition de l'individu aux images avant que 90 heures ne se soient découlées après l'installation de l'application. Une fois que ces 90 heures se sont écoulées, cependant il est trop tard, et SCP-1-471-A devient une présence permanente dans la vie de l'individu. Heureusement, 1-471-A est jusqu'à présent resté non hostile, et il n'a pas été démontré qu'il représente une menace pour les personnes qui en sont atteintes, du moins pas une menace physique. Tous les appareils mobiles sur lesquels la version 1.0.0 de MALLO est installée doivent être confisqués et analysés afin d'obtenir toute information potentielle sur l'identité du créateur de l'application, ainsi que des pistes concernant d'autres appareils qui pourraient avoir été infectés. À la suite de cette enquête, les batteries de l'appareil doivent être retirées et l'appareil placé dans l'unité de stockage 91 au site de recherche 45. De plus, toutes les boutiques d'applications en ligne pour appareils mobiles doivent être surveillées afin d'empêcher les utilisateurs non avertis de télécharger par inadvertance le logiciel anormal. Toute personne soupçonnée d'avoir téléchargé SCP-1-471, son appareil sera ciblé par un malware auto-téléchargeable pouvant le désactiver jusqu'à sa saisie par les agents de la Fondation. En raison de la nature imprévisible de l'anomalie et de la possible conscience du logiciel lui-même, SCP-1471 a été classé Euclide par la Fondation SCP, et la recherche de moyens pour, espérons-le, contenir un jour ce logiciel anormal est en cours. Un jeune homme descend du métro et entre dans la station. Comme beaucoup d'autres lors de leur trajet quotidien, il porte des écouteurs, les yeux rivés sur son téléphone, envoyant des messages, jouant à des jeux et regardant des vidéos. Il prend l'escalator pour sortir de la station de métro sans prêter attention aux rats qui filent le long de la rampe. Il sort dans la rue, la tête toujours baissée sur son téléphone. Il a fait ce trajet des centaines, voire des milliers de fois, chaque étape de son chemin vers la maison est tellement ancrée dans son esprit qu'il pourrait faire ce parcours les yeux bandés. Au détour d'un coin de rue, il lève soudainement les yeux et remarque quelque chose d'inhabituel. Juste avant que tout ne dérape, il réalise ce que c'est. La grille sur laquelle il vient de marcher vient de céder. Le jeune homme hurle en tombant à travers la grille d'égout desserrée sur le trottoir et est englouti dans les entrailles de la ville. Il reste brièvement en l'air avant de s'écraser lourdement dans l'obscurité. Il a le souffle coupé, mais réalise qu'il n'a pas heurté le sol aussi violemment qu'il aurait pu. Quelque chose a dû amortir sa chute. Mais il fait trop sombre pour voir. Il cherche son téléphone à tâtons. Ça doit être par ici, le voilà. L'écran est fissuré mais fonctionne toujours. Il allume sa lampe torche et observe les alentours. Il semble être dans une zone de maintenance sous le trottoir. La pièce est quasi vide. Sur quoi a-t-il donc atterri? Il se redresse et regarde sous lui pour découvrir des rats. Un énorme tas de rats. Le jeune homme crie et bondit, faisant couiner et fuir les rats.
Paniqué, il cherche un moyen de s'échapper rapidement lorsqu'il aperçoit autre chose. Il y a un tas de vêtements sales dans un coin de la pièce, ou du moins, il espère que c'est un tas de vêtements sales. Il s'avance lentement vers ce que c'est. Même après sa propre épreuve éprouvante, il se sent encore obligé d'aller voir. S'il vient de trouver un corps, il doit informer la police et pourrait voir son nom dans les journaux. Il peut déjà imaginer le gros titre. Un homme local retrouve l'héritière disparue après une plongée héroïque dans les bas-fonds de la ville et hérite mystérieusement de ses millions. En s'approchant, il voit un nuage de moucherons et de mouches bourdonnant autour du tas. Il se frappe la nuque, tuant un insecte piqueur. Il se tient près du tas, mais ne peut déterminer s'il s'agit d'une personne. « Allô, vous allez bien ?» Le jeune homme demande sans obtenir de réponse. Il pousse la pile du pied et recule d'un bond. A-t-il senti un mouvement ? Il tend le pied et pousse à nouveau. Cette fois, la pile bouge clairement. Un homme se retourne, le visage criblé de piqûres d'insectes. Il gémit et tend la main, incapable de voir, avec ses yeux aveugles qui semblent avoir été rongés par des rats. Il ouvre la bouche et, dans un dernier souffle, semble mourir juste devant le jeune homme. Le jeune homme ne peut qu'observer, figé par la peur, alors qu'un rat se faufile hors de sa bouche ouverte et fixe le jeune homme du regard. Le jeune homme crie, se retourne et s'enfuit. Il ne sait pas où il va en courant dans les tunnels sombres, mais il trouve un escalier et le monte avant de jaillir par une porte à l'air libre. Il ferme la porte brusquement derrière lui, convaincu que l'homme aperçu dans les tunnels est mort, mais préfère ne prendre aucun risque. Il court le reste du trajet vers son appartement, montant les escaliers 2 par 2. Il rentre à la maison, verrouille la porte et met le loquet. Il s'appuie contre la porte et essaie de reprendre son souffle, se laissant glisser jusqu'au sol. Enfin en sécurité. Il se frappe à nouveau le cou, encore une mouche. Ça devait être dans son manteau. Il enlève sa veste et sa chemise, les secoue, et il est surpris de voir sortir d'autres mouches, mais aussi d'autres insectes comme des vers et des cafards. Il continue de secouer, paniquant maintenant alors que de plus en plus d'insectes tombent de ses vêtements. Il peut voir dans le miroir sur le mur que son corps est couvert de piqûres, mais ce n'est pas ça qui retient vraiment son attention. Il s'approche du miroir comme hypnotisé. C'est impossible, il doit halluciner. Il se regarde dans le miroir, met la main dans son nez et en sort un cafard. Des mouches sortent de sa bouche alors qu'il l'ouvre pour crier, tandis que derrière lui, des rats commencent à se faufiler sous sa porte et à grimper sur son corps, jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert d'une masse vivante et grouillante de vermine. Beaucoup des anomalies étudiées par la Fondation SCP sont cruelles, horribles et totalement mystérieuses. Et voici l'un des rares cas qui incarne les trois à la fois. Car il s'agit du SCP-027, également connu sous le nom de le dieu des vermines. Le SCP-027 est un phénomène aux propriétés étranges et effrayantes qui semble affecter un seul sujet humain à la fois. Lorsqu'une personne devient l'hôte de cette anomalie, elle se retrouve constamment entourée de nuées de divers types de vermines, de parasites et d'autres nuisibles. L'hôte humain n'a aucune capacité à contrôler ou à commander ces créatures, et en fait, les animaux manifestent souvent de l'agressivité envers l'hôte, le mordant et le griffant, ainsi que toute autre personne qui s'approche. On ignore ce qui provoque cet effet, mais une fois qu'une personne de Zutuliasem est devenue l'hôte de SCP-027, l'effet semble être permanent. Les nuées de vermine qui suivent l'hôte n'apparaissent pas instantanément et ont plutôt tendance à suivre le même schéma en se manifestant par vagues. D'abord, des nuées d'insectes volants, surtout des moucherons et des mouches, commencent à former un nuage autour de l'individu malchanceux. Ensuite, des créatures non volantes comme les poux, les cafards, les vers, les araignées et les rats commenceront à ramper sur l'hôte. Plus le temps passe, plus tous ces êtres apparaîtront en nombre. Si l'hôte tente de quitter les lieux, certains des nuisibles essaieront de s'accrocher à lui ou de le suivre, mais beaucoup d'autres se disperseront. Cependant, dès que l'hôte s'arrête à nouveau, le processus se répète et il se retrouvera rapidement entouré d'insectes et de rongeurs. Bien qu'il n'existe aucun moyen pour un hôte de se débarrasser de l'anomalie SCP-027, il est connu que le phénomène peut être transféré à un nouvel hôte, mais seulement après la mort du premier. Il semble que 027 continuera de passer d'un hôte à l'autre, et il est probable qu'il l'ait déjà fait de nombreuses fois par le passé. Des recherches préliminaires sur la durée d'existence du SCP-027 sont en cours, mais les premiers indices suggèrent qu'il pourrait exister depuis des centaines d'années.
Le SCP-027 a été identifié par la Fondation dans les années 1990 lorsqu'un trentenaire a été retrouvé dans un entrepôt abandonné envahi de rats et d'insectes. L'homme était sale, mal nourri et couvert de morsures et de griffures provenant de divers nuisibles. Il présentait également des symptômes de détérioration de la santé mentale, probablement causés par une forte consommation de substances et un manque de sommeil, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de ces circonstances horribles. Les agents de terrain ont rapidement reconnu les propriétés anormales du sujet, et il a été amené sur un site de la Fondation SCP où il est malheureusement décédé alors qu'il était encore sous observation. Une autopsie a révélé plus tard qu'à sa mort, plus de 70% du corps de l'homme était constitué d'une colonie de rats qui avait niché dans son abdomen et y vivait depuis suffisamment longtemps pour produire au moins plusieurs générations de descendants. 6 jours après le décès de l'homme, un agent de sécurité de la Fondation où il avait été détenu a signalé au personnel médical des difficultés respiratoires. Il leur a dit que les problèmes avaient débuté après avoir été réveillé par ce qu'il pensait être une mouche domestique entrant dans son nez, puis ressortant. Des enquêtes ultérieures révéleraient que cette déclaration était vraie et que la mouche avait également pondu une grappe d'œuf dans sa cavité nasale. L'agent de sécurité a été placé sous observation et, après l'apparition d'autres types de vermines, il a été classé comme SCP-02702. L'homme décédé a alors été reclassé comme SCP-02701 et SCP-027 a été redéfini comme un effet anormal plutôt que comme un individu. On ignore toujours comment SCP-027 attire les animaux, ou pourquoi il choisit ceux qu'il invoque à son emplacement. Ni SCP-0270 ni 02 n'ont exprimé de communication avec une quelconque entité ou le sentiment qu'une était présente, et ils n'ont pas pu fournir d'informations supplémentaires sur les qualités mystérieuses de l'anomalie. Peu après que l'agent de sécurité ait été identifié comme hôte et placé en confinement, il a décrit une sensation de saleté et de démangeaison, comme s'il avait besoin de se doucher lors d'un entretien. Il était profondément effrayé par ce qui se passait et a exprimé le désir de se débarrasser de l'effet anormal dès que possible afin de pouvoir retrouver sa famille. Les recherches sur l'anomalie se poursuivent, mais l'analyse de l'hôte actuel s'est révélée au mieux non concluante. Le manque de compréhension concernant ce qu'est réellement SCP-0. De fait, la façon dont son effet anormal fonctionne et comment il passe à un nouvel hôte a conduit la Fondation SCP à le classer comme Euclide. L'hôte actuel de l'anomalie est détenu dans une cellule de 5 par 5 mètres avec un sol surélevé et grillagé relié à un puissant aspirateur pour piéger tout nuisible qui apparaîtrait. Toutes les créatures retirées de la cellule doivent être incinérées, à l'exception d'une petite partie envoyée aux équipes de recherche pour analyse, bien que jusqu'à présent, tous les animaux se soient révélés totalement non anormaux par nature. SCP-02702 doit être surveillé en permanence par au moins 2 membres du personnel de la Fondation. Et dans le cas où le sujet présenterait un comportement étrange ou qu'une espèce animale inattendue serait découverte dans la cellule, cela doit être signalé immédiatement à un membre du personnel de niveau 4. Le personnel de sécurité affecté à la surveillance de 027 doit être vacciné contre toutes les maladies animales possibles et a l'autorisation de maîtriser le sujet à l'aide de tranquillisants si nécessaire. Si le sujet subit un événement médical grave, le personnel de grande valeur doit être éloigné de l'hôte actuel pour réduire le risque qu'il devienne lui-même l'hôte de l'anomalie. Aucun membre du personnel disposant d'une autorisation de niveau 4 ou plus ne doit s'approcher à moins de 200 mètres de SCP-027 jusqu'à ce que ses propriétés étranges soient mieux comprises. Tu es en pleine séance d'études tard dans la nuit. Quand tu entends quelque chose, c'est une sorte de bruit de cliquetis. Tu essaies de l'ignorer et de retourner à tes livres, mais le bruit revient. Tu montes le volume de ta musique, c'est mieux. Ce n'était sûrement rien, juste la maison qui craque. Mais non, ça recommence. Tu dois comprendre ce qui cause ça, tu regardes autour de toi. Est-ce que ça vient de dehors, par la fenêtre ? Un autre clic. Ça vient clairement de dehors. Tu t'approches lentement de la fenêtre. Il fait sombre dehors et tu ne vois rien à cause des reflets. Lentement, tu tends la main à travers la fenêtre, l'ouvres et rien. Tu jettes un coup d'œil dehors, mais il n'y a rien à voir. Tu refermes la fenêtre et tu retournes étudier, mais ça recommence. Le lendemain matin, tu prends ton petit déjeuner quand tu recommences à entendre ce bruit de cliquetis, mais il n'y a toujours rien. Dans le bus, tu jurerais que ça vient du siège derrière toi, mais il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Tu es en plein milieu de ton contrôle, les vertèbres sont reliées entre elles par... Quel est le mot déjà ? Les choses ne vont pas aussi bien que prévu.
Étudier hier soir avec ce cliquetis constant était difficile, mais tu fais de ton mieux. Au moins, le bruit s'est arrêté, tu peux donc te concentrer. Tu te lèves brusquement, déterminé à trouver la source du bruit derrière toi, mais il n'y a rien. Tu observes tes camarades de classe désorientés, puis te rassois timidement. Le bruit de craquement est presque incessant maintenant. Tu peux à peine passer un instant sans l'entendre. Ça continue comme ça pendant des mois et des mois. Personne d'autre ne l'entend et personne ne semble te croire. À un certain niveau, tu as réussi à t'y habituer, mais à un autre, tu ne t'es jamais vraiment adapté au cliquetis constant qui te suit partout où tu vas. Assis par terre dans ta chambre, tu te concentres intensément, essayant de chasser ce bruit de ton esprit. Tu fermes les yeux aussi fort que tu peux et tu mets toute ton énergie mentale à arrêter ce bruit quand soudain il disparaît. Plus aucun clic. Tu ouvres les yeux. Est-ce vraiment la fin? Tout doit-il s'arrêter maintenant? Nous nous retournons pour le voir, mais il est trop tard. Ce que vous venez de voir est un exemple classique d'une attaque de SCP-4975, une anomalie qui a été justement surnommée. Le temps est écoulé. SCP-4975 est une entité grande et mince avec quelques caractéristiques vaguement aviaires, notamment un bec. Ses longs membres n'ont pas de doigts distincts, se terminant plutôt par des extrémités informes, et une couche épaisse et durcie de peau sombre recouvre l'ensemble de son corps, y compris son bec. En plus de son apparence frappante, SCP-4975 est peut-être surtout connu pour le cliquetis distinctif qu'il émet. Les vertèbres de son long cou ne sont reliées par aucun disque intervertébral ni aucun autre tendon, et chacun de ses os du cou semble pouvoir bouger indépendamment des autres. Il fait tourner ses vertèbres en permanence, une à une, de la base jusqu'à la tête, créant ainsi un mouvement de balancement constant de la tête d'avant en arrière. C'est chacun de ces mouvements des vertèbres qui produit le son distinctif de claquement ou de craquement. Le comportement principal du SCP-4975 est la poursuite et la traque des êtres humains. Une fois qu'il a choisi une cible, pour des raisons qui restent encore inconnues, il commencera à la suivre et seule la cible pourra entendre le son de claquement, bien qu'elle ne puisse pas déterminer d'où provient réellement le son. Le SCP-4975 continuera de traquer ses victimes pendant une longue période, pouvant aller jusqu'à 10 mois ou plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné il cesse de balancer sa tête, que les sons de claquement s'arrêtent et que 4975 attaque. Lors d'une attaque, le SCP-4975 utilise ses longs appendices pour frapper et déchirer la victime, après quoi il la dévore, souvent en commençant alors que la victime est encore en vie. Un seul cadavre de taille humaine semble suffire au SCP-4975 pour tenir plusieurs mois. Ensuite, il ciblera une nouvelle proie et recommencera le processus depuis le début. Des preuves de l'existence du SCP-4975 ont été retrouvées dès 1538, une créature très similaire apparaissant dans de nombreux contes populaires allemands. De nombreuses représentations artistiques de l'époque montrent également une grande créature aviaire noire que l'on peut supposer être la même anomalie. Dans ce qui devrait être une bonne nouvelle, le SCP-4975 est actuellement contenu dans une installation de la Fondation SCP, où il est confiné dans une cellule de confinement standard en acier. Cependant, comme vous allez bientôt le voir, ce confinement n'a pas mis fin aux attaques du SCP-4975, et des rapports de nouveaux incidents continuent d'arriver. Dans l'un de ces rapports provenant de la région de la Forêt-Noire en Allemagne, des agents de la Fondation enquêtaient sur le cas d'un homme du coin qui avait signalé entendre un bruit de cliquetis rythmique depuis plus de 4 mois. L'homme pensait qu'il était suivi ou qu'il était la cible d'une mauvaise blague, et il a demandé aux autorités locales d'enquêter sur l'affaire. Les agents de la Fondation ont placé l'homme en détention, fournissant aux policiers locaux une fausse explication selon laquelle il souffrait d'hallucinations auditives et de paranoïa comme effet secondaire d'une chimiothérapie expérimentale qu'il recevait. Les agents ont emmené l'homme là où il avait entendu le bruit de cliquetis pour la dernière fois, dans une zone boisée. Alors qu'ils traversèrent la forêt, l'homme devenait de plus en plus nerveux, jusqu'à ce qu'il s'arrête et montre un arbre du doigt, affirmant que c'était de là que provenait le bruit. L'homme s'est figé d'effroi quand les agents ont dégainé leurs armes, prêts à inspecter l'arbre. Ils se sont séparés et, avec une efficacité tactique, ont encerclé l'arbre de chaque côté pour ne rien trouver. Simultanément, l'homme a crié, désignant une créature invisible pour les agents qui, selon lui, venaient le chercher. L'homme a été jeté au sol par son assaillant invisible et frappé à plusieurs reprises.
Les agents ont tenté d'attaquer là où il semblait que la créature invisible se trouvait, mais leurs poings et leurs armes traversaient l'air comme s'il n'y avait rien. Un autre agent a essayé d'éloigner l'homme, mais il a été mystérieusement plaqué au sol. Une large blessure a commencé à apparaître sur le ventre de l'homme alors que son abdomen s'ouvrait. Toujours incapable de déplacer l'homme ou d'arrêter ce qu'il attaquait et n'ayant aucune autre option, un agent de la Fondation a sorti son arme et a abattu l'homme. Peu après, sous les yeux des agents, des morceaux de chair furent arrachés du corps et disparurent, comme dévorés par une créature invisible. Mais le plus étrange n'était même pas cette attaque invisible. Au moment précis où l'homme en Allemagne a été tué et dévoré par une force invisible, SCP-4975 a été observé debout, immobile, fixant le coin sud-est de sa cellule de confinement, et il ne faisait plus craquer son cou. Tout contact humain avec SCP-4975 a été interdit et toutes les recherches en cours sur la créature ont été temporairement suspendues. Malgré sa classification Euclide, en raison des attaques récurrentes et du comportement anormal lors de celle-ci, un reclassement en Keter est en attente. Dans le cas où une brèche de confinement se produirait, la politique officielle de la Fondation stipule que tout membre du personnel qui commence à entendre un bruit de craquement persistant et rythmique doit s'isoler des autres employés et attendre calmement que SCP-4975 soit ramené dans sa chambre ou que les bruits cessent. Peut-être qu'en attendant que le bruit de cliquetis cesse, vous pouvez vous divertir avec une vieille comptine allemande qui aurait été écrite à propos de SCP-4975. Sa traduction dit « Tic-tac, l'horloge coucou fait tic-tac ». L'oiseau chante à l'intérieur. Comme le temps fait tic-tac, ainsi bat ton cœur. Puisses-tu vivre longtemps tant que tu entends sa chanson. Écoute bien, car lorsqu'elle s'arrête, l'oisillon sort de sa maison. L'as-tu entendu ? Est-ce que ça s'est arrêté ? Mon enfant, cela signifiait que ton temps était écoulé. Maintenant, va regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.